Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Mais je pense qu'il y a des gens, mine de rien, qui vont trouver leur joie dans la colère, dans la revendication et dans des choses qui sont beaucoup plus frontales, radicales, extrêmes, comme le fait de confronter son corps, en fait. Enfin, c'était vraiment ça, de bloquer la route, c'est confronter son corps à ce qui se passe, en fait, se mettre soi-même quasiment dans une position de danger et se permettre de ressentir à quel point on est en train de vivre des choses dangereuses à l'échelle du monde. Mais en fait, c'est après ça, moi, que j'ai eu des moments de joie hyper intenses avec mon groupe de blocage où on est sortis en boîte pendant 2 soirs de suite et on est devenus super amis après, quoi. Mais parce qu'on savait, je pense qu'on était au bon endroit pour nous et qu'on avait fait la bonne chose pour nous. Gaëlle a aujourd'hui du mal à trouver la joie, l'optimisme dans l'écologie. Pourtant, elle a joué le jeu et a pu nous partager ses moments de bonheur lorsqu'elle prend son rôle d'activiste. Avoir cette sensation de pouvoir porter sa voix à travers son corps, qui arrête, qui prend de la place, qui est là, est un pur moment de partage avec soi, les autres activistes, mais aussi le reste de la population. Car même si c'est de l'énervement, une émotion est créée. Elle accepte son rôle, même s'il est dur, et regarde avec bienveillance le rôle que chacun décide d'avoir au nom de l'écologie, du vivant, de l'humanité. Je vous laisse en compagnie de Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Donc je commence toujours avec une petite question au départ, c'est comment vas-tu ? Mais si je te dis écologie. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui. En acceptant de paraître sur ce podcast, je me suis quand même dit ça va être une difficulté pour moi, certainement un défi de parler d'écologie de manière très positive. Donc comment ça va c'est compliqué. Je pense que du fait de mon parcours, je me rends compte qu'il y a beaucoup de portes fermées aujourd'hui quand même, et du coup, j'essaie de me rendre compte de ce qui est possible aujourd'hui. Donc ça va pas trop, mais on essaie de garder la tête haute, quoi. Et comment toi tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? C'est quoi ton chemin dans l'écologie ? J'aime bien dire que j'ai fait le chemin entre guillemets qui commence de l'engagement très très privé, personnel, un petit peu dans la théorie, se dire que on est en accord personnellement avec les principes de l'écologie, le fait de faire notre maximum pour aller à l'encontre du réchauffement climatique. Puis ensuite, je me suis dit tiens, il faudrait que je fasse des petites actions personnelles. Puis je suis passée par l'idée de me dire en fait j'aimerais m'engager dans mon travail. C'est pas possible aujourd'hui pour moi de continuer à travailler pour des entreprises dont le but n'est pas de faire du monde un meilleur endroit pour vivre, on va dire. Et après je suis passée à un activisme qui était plus politique jusqu'à aller dans la désobéissance civile. Donc il y a vraiment eu tout ce côté en mode tiens, il se passe quelque chose de grave. Qu'est-ce que je peux faire personnellement pour le résoudre, pas pour le résoudre, mais en tout cas pour faire ma part. Et à ce moment-là, je sais que c'était, je pense, il y a 7-8 ans, je suis devenue végétarienne un peu du jour au lendemain en me disant OK, il se passe quelque chose là, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai eu tout mon moment un petit peu zéro déchet et je me suis dit non mais
Au bout d'un moment, c'était hyper frustrant, quoi. Alors juste d'essayer de trier ses déchets dans sa salle de bain et d'acheter des trucs hyper chers, juste parce que je voulais pas d'emballage plastique autour de ma crème. Enfin, je trouvais que au bout d'un moment, ça avait vraiment plus de sens, quoi. Je comprenais plus trop pourquoi je faisais ça, même si c'est très chouette et c'est des initiatives qui sont vraiment qui sont importantes, mais je pense qu'à l'époque, voilà, j'avais envie de péter un câble, quoi. Par rapport à ça, je me disais, mais attends, c'est pas toi en faisant ça dans ta salle de bain qui va avoir un très grand impact. Enfin, évidemment, je pense qu'il y avait tout un côté où j'en parlais autour de moi et les gens faisaient des efforts. Je faisais des dîners sans déchets, des trucs comme ça. C'était intéressant. Et je me suis dit, en fait, à l'époque, je travaillais chez Facebook, donc Meta aujourd'hui. Et je travaillais sur la publicité et je me disais non mais c'est pas possible. Enfin en fait j'en ai marre de participer à tout ce système qui fait vendre aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc c'était assez frustrant de ce côté aussi. À ce moment-là j'ai démissionné et j'ai commencé à travailler dans les bilans carbone. Et je me suis vraiment rendu compte que, en tout cas ce qui est intéressant dans les bilans carbone, c'est que même si aujourd'hui la science elle est très très orientée, on peut utiliser la science pour dire quand même pas mal de choses différentes. Tout ce qui est autour du GIEC et des émissions carbone, c'est des choses qui sont quand même très très bien renseignées et où il y a très peu de doutes. Enfin, on peut pas dire par exemple le bœuf a un très faible impact carbone. Enfin, c'est des choses qui sont très très bien connus, je trouve. Donc je trouvais que c'était intéressant comme angle d'attaque, même si le carbone c'est assez restreint. Et j'ai fini par travailler chez Carbo un petit peu plus tard après avoir fait du conseil. Et justement, il y avait un peu ce côté bon, en fait, le problème du réchauffement climatique, évidemment, il est lié à tout un tas d'autres crises, comme la crise de la biodiversité, de nos écosystèmes. Ça ne peut pas se réduire qu'au carbone, mais par contre régler le problème du carbone, c'est absolument essentiel pour régler le problème du réchauffement climatique. Donc il y a un peu ce côté, on sait très bien que avec le bilan carbone, on se met un peu des œillères, mais en fait ces œillères elles sont complètement nécessaires pour pouvoir débloquer le souci, quoi. Et ça nous permet aussi d'avoir quelque chose qui est très mesurable et qui est aussi très actionnable, que ce soit pour les entreprises et les particuliers. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des grandes prises de conscience après un bilan carbone, et je pense que ça fait vraiment le même effet sur les entreprises. Donc voilà, j'ai commencé à travailler là-dedans et je me suis quand même dit, c'est vraiment très chouette aujourd'hui ce qu'on fait à Carbo. Je pense qu'on mène pas mal de combats. Enfin, notamment, bon, Carbo, pour le contexte, c'est une entreprise qui fait notamment des bilans carbone pour les entreprises et pour les particuliers. On a aussi un média autour de la culture écologique joyeuse, d'essayer de créer des ponts entre tout ce qui est culture, joie, fête et l'écologie. Donc, je pense qu'on ne se limite pas au bilan carbone, et comme tout, ce serait une erreur de s'y limiter, mais il y a un peu ce côté, avec le bilan carbone et avec la notion d'empreinte carbone, on peut aller déjà très très loin dans tout ce qui est écologie. Donc c'est une joie, je pense, de travailler dans dans une entreprise qui fait des bilans carbone, mais j'ai toujours eu un peu la conscience que c'était insuffisant. Et je pense que le but, c'est pas de dire que, enfin, évidemment, ce sera toujours insuffisant. Enfin, en tant que personne, on sera toujours insuffisant dans ce qu'on fait au regard de tout ce qu'il faut faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux de le faire aussi et que c'est pas tout un effort. Mais ouais, donc un plaisir de travailler dans une entreprise qui s'occupe du bilan carbone, mais je me suis quand même dit, en fait, je m'étais beaucoup posé la question de l'impact et je m'étais dit, en fait, ce métier, si je le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Donc il y a un peu ce côté de, oui, c'est vraiment très chouette d'avoir un métier à impact. C'est une super satisfaction. Enfin, évidemment que ça m'apporte beaucoup de joie de bosser là-dedans versus de bosser en publicité, en optimisation de publicité, surtout que je travaille dans la technologie. Mais je trouvais aussi ce côté un peu insuffisant, dans le sens où c'est quand même un métier qui est plus ou moins bien rémunéré et que n'importe qui le ferait en fait, ce travail.
Et bon, l'objectif n'est pas de maximiser tout impact, etc. C'est peut-être mon côté scientifique qui ressort là-dessus. Mais je me suis dit, il y a quelque chose de systémique à faire. Et j'ai commencé à regarder comment je pouvais m'impliquer un petit peu en politique, dans les actions écolo. Et là, il y a quand même la notion quand même de si toi t'y vas pas, a priori, il y aura pas forcément quelqu'un qui ira à ta place. Dans le sens où quand on s'engage dans l'activisme, peu importe la forme que ça prend, que ce soit pour faire ce qu'on appelle la base arrière, donc s'occuper des gens, faire du travail un petit peu plus administratif ou de communication, genre sans forcément prendre de gros risques. Il y a un peu le côté où ce qui importe dans les mouvements climat ou les mouvements activistes plus larges, c'est quand même le nombre, et c'est de montrer que n'importe qui peut y aller. Et du coup, c'est là que je trouve il y a vraiment cette notion d'impact de, par exemple, sur certaines actions de désobéissance civile. Parfois, si toi t'y vas pas, l'action peut être annulée parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Mmh. Et du coup, il y a quand même cette notion de si on veut un impact plus grand, il faut aller là où, si on n'y va pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous remplacer. Et je pense que tout ce qui est action politique, manifestation et désobéissance civile, il y a vraiment cette notion-là de l'impact peut être beaucoup plus grand. Et là, je pense que dans l'activisme, j'ai trouvé énormément de joie, un peu de satisfaction. Je sais pas si j'ai retrouvé l'espoir, mais du coup, voilà un petit peu mon parcours. Côté politique, j'ai été à la primaire populaire. Donc, à l'époque, on militait pour une forme d'union de la gauche. Peu importe ce que ça a donné après, il y a quand même eu la NUPES qui en est sortie. Puis je pense qu'il y a aussi cette question de la responsabilité politique vis-à-vis de l'écologie qui est revenue dans le débat public assez fortement. Donc je pense qu'il y a eu des beaux effets de la primaire populaire là-dessus. Et j'ai fait 2 blocages de route avec Dernière Rénovation, du coup le collectif qui milite pour la rénovation thermique des bâtiments. Et à l'époque, du coup, en bloquant des routes. Et plus récemment, en mettant de la peinture orange sur des bâtiments, des lieux de pouvoir en fait, qui ont des pouvoirs de décision, notamment sur l'écologie. Donc voilà un peu tout mon parcours. Ça a commencé par, je pense, moi dans ma chambre qui me dit que je vais devenir végétarienne, puis un peu cette frustration que je pense on peut vite ressentir avec les actions individuelles, l'envie de faire quelque chose de plus systémique, mais quand même le côté de, dans l'entreprise en fait, un métier rémunéré, il y aura, le job sera toujours rempli. Et d'essayer de trouver de l'impact un petit peu côté système et activisme. Mais là, on peut trouver des blocages aussi nécessairement. Mais bon, il y a eu quand même tout ce chemin qui a été très, très progressif. Donc moi, maintenant, quand je rencontre des personnes qui sont en train de découvrir que, par exemple, leur consommation de bœuf peut être problématique, je me dis, c'est cool, peut-être que dans 8 ans, tu bloqueras la route avec moi. J'allais te demander combien de temps ça t'avait pris toutes ces étapes entre le moment où tu te dis devenir végétarien, c'est important, et le moment où là maintenant il faut que j'aille dans l'activisme parce que c'est là où j'aurai un plus gros impact et que je deviens quelqu'un entre guillemets d'indispensable parce que si j'y vais pas, peut-être que personne n'ira à ma place. Le fait de devenir végétarienne, je pense que c'était du coup il y a à peu près 8 ans. Ouais, c'est ça, il y a 8 ans. Et tout s'est accéléré, un peu comme tout le monde, je pense à partir du Covid. C'est beaucoup de temps solo en fait. Puis c'était un moment où je pense que le travail prend beaucoup de place dans sa vie. Quand il y a le Covid, on a moins le côté, on peut se distraire avec d'autres choses. Donc c'était un peu le moment où je me suis dit il faut que je change de métier parce que là je me sens vraiment bloquée dans ce dans quoi je suis. Et du coup là c'était on va dire 6 ans pour se dire il faudrait que je change de travail. Donc 6 ans dans les engagements assez personnel, et puis les 2 dernières années c'était vraiment tout à la fois en fait. Changement de métier, changement de secteur, et à fond sur l'activisme. Il y a aussi un côté j'ai eu besoin de rentrer en France parce que quand je travaillais chez Facebook, j'étais à Londres, et il y a tout un côté sur l'activisme qui est très inaccessible en fait quand on est expatrié. Ça peut être des problèmes de langage, c'est rare que ce soit très international, les associations, notamment d'écologie, etc., que leur communication en interne
typiquement en France, ne soient pas en français. Et quand on fait de la désobéissance civile et qu'on est face à des risques juridiques, on va très vite avoir la problématique de risquer de typiquement perdre un visa. C'est très très facile. On peut facilement se faire expulser du territoire après une action de désobéissance civile, par exemple. Oui, ok. Oui, donc Voilà. vu que tu travailles là-bas, donc si t'as plus de visa, bah en fait t'as plus de travail, quoi. Donc ça te met en insécurité. Oui, c'est ça. Et du coup, rentrer en France, c'était aussi m'ouvrir tout un champ de possibles en termes d'activisme que j'aurais pas eu à l'étranger. Et je pense que c'est assez important. Il y a aussi tout un cadre culturel souvent à l'activisme et la compréhension des institutions, je pense, peut pas mal aider. Donc ouais, moi je sais que c'était assez essentiel que je rentre. Et puis mine de rien que je rentre parce que j'avais des amis à Paris que j'ai toujours par ailleurs, mais qui étaient très engagés, beaucoup plus engagés que moi à l'époque, beaucoup plus radicaux, en tout cas dans leur discours. Et je pense que j'avais besoin de ça et que j'avais besoin de m'entourer de ces personnes pour me donner le courage dont j'avais besoin pour aller plus loin par la suite, quoi. Donc toi, l'entourage a beaucoup compté pour passer les étapes au fur et à mesure. Ouais, je pense que ça aurait été assez dur de faire ça toute seule. Je pense qu'en fait, c'est vraiment des personnes qui m'ont donné le coup de boost du début, et en fait après je suis partie très très loin. Mais j'avais besoin d'être entourée par des personnes qui au moins comprenaient la peur, comprenaient la colère et comprenaient aussi les formes d'espoir qu'on pouvait avoir. Mais je pense que j'aurais pas réussi si j'étais restée par exemple qu'avec des personnes qui trouvent que Facebook c'est une super entreprise où travailler et qu'il faut absolument rester dans ce genre de système, quoi. Et est-ce que à l'inverse, tu avais aussi autour de toi des personnes qui étaient moins avancées que toi dans l'écologie, et donc derrière t'as pu les emmener avec toi dans tes nouvelles valeurs? Je sais pas, je pense que oui, forcément. Enfin, je me souviens, en tout cas quand j'étais chez Facebook, j'avais beaucoup de collègues dont le grand hobby c'était de commander des trucs sur Amazon et ensuite de parler pendant 10 minutes de leur nouvel aspirateur robot. Enfin, c'est, c'est, voilà, hein, c'est un hobby comme un autre. Euh, Et je pense qu'au fur et à mesure d'en parler, c'est sûr que je vois des évolutions autour de moi. Moi, c'est notamment depuis que je suis devenue végane qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de discussions autour de ça. Je suis devenue végane il y a 3 ans maintenant, je pense. Et il y a un peu tout ce côté de végétarien, ça choque plus aujourd'hui, ou en tout cas flexitarien, les personnes qui réduisent leur viande, leur consommation de viande, ça n'étonne plus. Mais en tout cas, sur le véganisme, j'ai vraiment senti qu'il y a eu des conversations en fait beaucoup plus large, quoi, sur comment on considère la vie, qui vont un peu au-delà de juste se demander comment on réduit au maximum notre empreinte carbone. Et là, je sens que les gens ils bougent de plus en plus, en tout cas. C'est sûr que j'ai pu emmener des personnes avec moi, mais je pense que j'ai aussi perdu des personnes dans le processus, quoi. Et puis, par exemple, je pense à ma famille. C'est sûr que j'ai participé à sensibiliser ma famille sur des aspects et tout, et je sens toujours qu'il y a un peu qu'on est d'accord sur le constat, qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut faire des choses, mais je sais que maintenant je suis perçue comme quelqu'un de très radical et d'assez extrême, et c'est pas forcément l'étiquette qui me permet le plus de convaincre. Et en fait, je pense que il y a peut-être je pense que tout le monde a un petit peu son rôle dans la lutte, et que parfois il faut accepter que son étiquette ou son rôle c'est pas forcément celui de convaincre, c'est aussi juste celui d'exister et de montrer qu'on peut être heureuse même dans la radicalité, et que en fait il y a d'autres personnes qui sont plus modérées et avec qui ce sera plus facile de convaincre. Moi j'ai très envie de convaincre, mais en fait quand je dis à des personnes, par exemple sur le lait, les personnes comprennent pas trop, quoi. C'est un peu en mode juste on prend le lait des vaches, donc pourquoi, enfin genre on n'est pas en train de les tuer, donc pourquoi ça te gêne, et enfin
la réponse c'est toujours en mode en fait on a l'impression qu'on les tue pas, mais en fait on tue leur bébé parce qu'il faut qu'elles deviennent enceintes et puis ensuite on leur arrache leur bébé puis ensuite on les tue quoi. Donc c'est un peu plus indirect, etc. Et je comprends que tout le monde n'ait pas envie de se confronter à ce genre de réalité, et je comprends que tout le monde n'ait pas envie de changer son mode de vie vis-à-vis de choses comme ça qui sont assez éloignées. Donc ouais, je sais, c'est peut-être bizarre à dire, mais en fait je sais pas si c'est encore mon rôle de convaincre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dont c'est le rôle de convaincre, qui le feront beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a des personnes dont le rôle c'est d'exister et de montrer que autre chose c'est possible. Et par exemple, je suis pas du tout la comparaison avec Sandrine Rousseau était très très lointaine, mais je pense que par exemple, on reproche souvent à Sandrine Rousseau de pas être dans la pédagogie, par exemple, et de pas être constamment à répéter les choses qui existent déjà, qui sont peut-être plus consensuelles, et justement de pas être dans la consensualité. Mais je pense que c'est pas son rôle. Il y a des gens dont le rôle c'est de poser des concepts, c'est de dire qu'un autre monde est possible, de dire qu'il y a aussi d'autres manières de penser qui sont possibles, et ça va faire son chemin au fur et à mesure. Et il y a des personnes qui vont être au milieu de ça et qui vont justement un peu orienter la pensée doucement vers ça. Mais il y a aussi des personnes dont le but c'est juste d'être là et de poser des choses quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai eu une conversation avec un ami où moi, je pose beaucoup de choses positives sur l'écologie, sur mes réseaux, mais je pose aussi des choses qui sont moins mignons, quoi, parce que c'est la réalité. Et une fois, j'ai mis un truc qui était un peu dur, et tout de suite, on m'a envoyé un message en me disant, je croyais que c'était positif l'écologie. Et donc je lui ai dit, je lui ai répondu que il y en avait, leur rôle c'était de montrer la dureté de l'écologie. D'autres c'était d'essayer de l'adoucir. Moi j'essaye de l'adoucir pour qu'il y ait les gens qui essayent de venir, mais que ce travail-là, je peux le faire parce qu'il y en a qui montrent la dure réalité et que moi aujourd'hui j'en suis pas capable parce que ça m'angoisserait tellement que je préfère prendre le rôle de d'adoucir et d'essayer de convaincre par la douceur, parce que d'y aller de force et montrer les choses horribles, parce qu'il y a des choses horribles qui se passent à cause de ça, que moi je ferai pas aussi bien que ces personnes-là, et donc je leur laisse cette compétence parce que eux ils l'ont. Et donc ouais, je te rejoins sur le fait que on a chacun notre rôle à jouer. Et je voulais te poser la question, est-ce que toi tu te sens comme quelqu'un d'extrême personnellement ou pas? C'est trop marrant parce que évidemment, je pense mes fréquentations bougent aussi, et à la fois il y a des personnes qui, on va dire, se radicalisent. C'est vraiment un mot qui est malvenu, mais à la fois j'ai des amis qui se radicalisent au fur et à mesure, à la fois je rencontre des personnes, et moi j'ai toujours l'impression d'être limite la moins extrême parmi les gens autour de moi, mais de fait c'est aussi parce que je suis entourée de personnes qui sont peut-être plus extrêmes que moi. Et du coup, ça me paraît toujours un peu absurde. Je trouve que le mot extrême, c'est comme le mot normal. Je les déteste très profondément parce que on les positionne jamais vis-à-vis de quelque chose. Genre on me dit beaucoup t'es très radical, t'es très extrême, des choses comme ça. Et j'ai envie de dire, mais par rapport à quoi en fait? Parce que il y a extrêmement de choses très extrêmes qui se passent aujourd'hui. Il y a des énormités qui sont dites par le gouvernement. Il y a des millions de personnes qui sont condamnées par des actions du gouvernement. Et après, on va dire que ce qui est extrême, c'est, je sais pas, de vouloir abolir l'héritage, par exemple. Ça, ce serait plus extrême. Donc, de prendre quelque chose, prendre une décision qui irait dans le sens d'une plus grande égalité entre les citoyens, ce serait beaucoup plus extrême que de condamner des millions de personnes dans le monde à subir les effets du réchauffement climatique. Donc, moi, j'aime bien, je pense, me considérer comme extrême et radical, juste au sens où ça fait un petit peu réappropriation d'étiquettes qu'on me colle. Mais je considère pas que ce soit si extrême. J'aime bien juste que les personnes qui utilisent ces mots repositionnent extrême par rapport à quoi, en fait. Et ça me fait penser d'ailleurs au sujet quand on disait c'est pas le rôle de tout le monde de convaincre, c'est ça qu'on
moi, on m'a déjà reproché, et même dans ma famille, et je le comprends tout à fait, justement d'être contre-productif vis-à-vis de la lutte, en bloquant la route, par exemple, parce que c'est pas quelque chose qui est visé pour le public. Et en fait, ça, bien sûr qu'on sait qu'on ne convainc pas, quoi. Et bien sûr que c'est quelque chose qui peut être considéré comme extrême, et ça, c'est des choses que j'entends parfaitement. Enfin, mais encore une fois, voilà, je pense que c'est pas le rôle de tout le monde, et je pense que si on veut trouver sa joie dans l'écologie, il faut parfois trouver son rôle. Et je pense qu'en effet, c'est hyper important d'avoir des personnes comme toi qui vont aller chercher tout ce qui est optimisme et positivité dans l'écologie. C'est hyper important ce qu'on fait chez Carbo avec notre média de culture joyeuse autour de l'écologie. Mais je pense qu'il y a des gens, mine de rien, qui vont trouver leur joie dans la colère, dans la revendication, et dans des choses qui sont beaucoup plus frontales, radicales, extrêmes, comme le fait de confronter son corps, en fait. Enfin, c'était vraiment ça, de bloquer la route, c'est confronter son corps à ce qui se passe, en fait, se mettre soi-même quasiment dans une position de danger, et se permettre de ressentir à quel point on est en train de vivre des choses dangereuses à l'échelle du monde. Mais en fait, c'est après ça, moi, que j'ai eu des moments de joie hyper intenses avec mon groupe de blocage, où on est sorti en boîte pendant 2 soirs de suite, et on est devenus super amis après, quoi. Mais parce qu'on savait, je pense qu'on était au bon endroit pour nous, et qu'on avait fait la bonne chose pour nous. Et je pense que mon discours, ce sera jamais de dire que tout le monde doit devenir vegan et que tout le monde doit bloquer la route, etc. Je pense que toutes les actions de l'environnement, en fait, qu'elles soient personnelles, professionnelles, systémiques ou autres, faut toujours faire dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui est maintenable pour nous, en tout cas, dans ce qu'on peut prendre comme charge. Parce que on le répète jamais assez, mais en fait, ce qui est soutenable pour le monde, c'est ce qui est soutenable pour nous. Les burn-out militants et autres, on en a déjà assez. Je pense que c'est hyper important moi, souvent, je fais, par exemple, 3 mois d'activisme, et après, littéralement, je prends 3-4 mois de pause où je fais vraiment rien du tout, quoi. Je vais même pas en manif. Et je prends le temps de prendre soin de moi jusqu'à ce que j'en ai remarre et que j'ai l'énergie d'y aller. Et là, j'y vais. Et après, j'arrête quand je sens que c'est trop. Et ouais, mais je pense que tout le monde doit trouver sa place, et qu'en fait, la joie, elle se cache dans des trucs hyper différents pour les uns et les autres, quoi. Et puis, tu prends soin de toi quand tu décides d'y aller et après de t'arrêter pendant 3 mois. C'est que aussi tu fais attention à ta santé mentale et à pas te détruire parce que tout d'un coup, t'es trop dans l'activisme et que là, t'en peux plus, quoi. Ouais, je pense que j'ai traversé des périodes qui étaient vraiment très compliquées vis-à-vis de ça. Je pense que, en fait, on se met soi-même dans des situations traumatisantes. Je pense qu'il faut le dire. C'est pas le cas de toute la désobéissance civile, et c'est pas le même ressenti pour tout le monde. Mais de fait, parfois, bloquer la route, ça veut dire se mettre face à la violence des automobilistes, de la police, de la justice, etc. Et toutes ces choses, c'est se confronter à des choses qui sont très très dures. Et évidemment que il faut prendre soin de sa santé mentale vis-à-vis de ça. Enfin, je pense qu'on a encore du mal à rendre ça systémique dans les associations, et de vraiment avoir un bon parcours de soins, en fait, du militant. Et que, en fait, tout ça, ça va passer par la communauté, et justement par la joie, le fait de trouver des points communs avec les militants, militantes qu'on retrouve sur ce type d'action, et de partager des moments de choix, tough même. C'est hyper important. Mais oui, je prends soin de ma santé mentale, mais je pense que c'est hyper, hyper important de dire que, je peux prendre soin de ma santé mentale, et aussi je peux m'exposer à ce genre de risque, parce que je combine tout un tas de privilèges. Je pense que la désobéissance civile, dès qu'on est une personne racisée, par exemple, peut-être qu'on n'a pas envie de s'exposer à la police alors qu'on y est déjà très facilement exposé. Je pense que typiquement j'ai un CDI, ce qui est pas une donnée si commune vis-à-vis. Enfin,
chez les activistes. Donc, je sais que moi, je peux facilement prendre des pauses, mais il y a aussi beaucoup de personnes précaires chez les activistes. On peut avoir beaucoup de personnes au chômage ou par exemple qui ont démissionné typiquement d'emplois qui étaient pas adaptés ou qui donnaient beaucoup d'anxiété ou autre. Et en fait, je pense que c'est très très important de dire que l'activisme parfois il est permis par un privilège et le fait de prendre soin de sa santé mentale malgré le fait que ça devrait pas l'être, tout ça c'est permis par des privilèges quoi. Et il faut vraiment resituer ça à chaque fois qu'on parle d'activisme parce qu'en fait je dirais à personne qui je sais pas qui s'est déjà exposé à la police ou qui a des traumas vis-à-vis de la police d'aller faire de la désobéissance civile. Enfin, je pense qu'il faut chacun trouver ce qui à la fois nous fait du bien et ce qui est possible vis-à-vis des discriminations qu'on reçoit déjà dans la société quoi. Ouais, c'est super intéressant de remettre ça dans le contexte que tous les activistes n'ont pas les mêmes privilèges et c'est vrai que en tant que femme blanche, parce qu'on est toutes les deux des femmes blanches, on a certains privilèges et donc on peut aussi se mettre en danger sans peut-être en ayant peut-être un peu moins de conséquences que pour d'autres personnes. Oui, c'est ça, et je pense que c'est quelque chose qui devrait pouvoir aussi nous déculpabiliser, dans le sens où je pense que la lutte, elle doit être menée par tout le monde, mais il y a aussi des personnes qui ont beaucoup plus à perdre, par exemple à être identifiées comme des activistes. Ça peut affecter un parcours professionnel ou des choses comme ça. Moi, j'ai de la chance de travailler dans une entreprise qui ça n'a pas d'importance en fait, typiquement si je me retrouve dans des affaires judiciaires ou autres, mais en fait je pense qu'il faut vraiment pas s'en vouloir parfois de juste pas être dans une situation où c'est possible ou facile de faire de l'activisme. Et je pense que c'est aussi ça, trouver sa place, c'est à la fois trouver les choses qui nous font du bien et qui sont soutenables sur le long terme, que ce soit de manière personnelle et systémique, et aussi ne pas vouloir en prendre trop non plus quoi. Et je pense que ça pose aussi pas mal de questions qui vont un peu plus loin, qui sont comment est-ce qu'on ne reproduit pas les mêmes schémas de privilèges. Par exemple, si on se dit en fait ça va être des activistes majoritairement blancs qui vont aller bloquer la route, comment est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire les mêmes biais avec, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui ont des privilèges, qui vont faire de l'activisme, donc qui vont, d'une certaine manière, imposer leur manière de voir les choses. Ok. Ouais, il y a quand même beaucoup de sujets sur, je pense, l'activisme écologique, notamment à Paris, qui reproduit pas mal de schémas, quoi. Parfois, malgré les meilleures intentions possibles. Oui. Ouais, c'est vrai que j'avais pas du tout soulevé cette problématique en fait à un moment donné, si tous les activismes ils sont blancs, genre comme toi et moi, en fait derrière on va donner des idées sans prendre forcément en compte les injustices que pourrait avoir quelqu'un de noir ou handicapé, etc. Et j'avais un Jonathan Charrier que j'ai eu en interview, qui lui a un handicap, et c'est ce qu'il disait, qu'il trouvait que les solutions aujourd'hui qu'on proposait, c'était souvent pour des hommes blancs sans problème de santé de 40 ans, et que lui qui avait des soucis pour bouger, en fin de compte, il se retrouvait pas dans les propositions qu'on pouvait faire. Et c'était super intéressant parce que exactement comme pour toi, là, j'avais jamais pensé, parce qu'on a un peu ce biais où on voit que les choses qu'on vit. Et des fois, on a besoin d'avoir un peu d'autres lunettes pour voir ce qui existe autour. Et c'est ça qui est pas forcément évident. Je pense, c'est cette prise de recul à chaque fois. Et dans l'activisme, dans ce que tu dis, et si j'ai bien compris, c'est qu'il le faut aussi, même si c'est pas forcément toujours facile. Oui, en fait, c'est une posture qui sera jamais agréable, parce que, en fait, si on pose toujours la question de, par exemple, la représentativité, ça peut être dans les organes de décision, des associations ou autres. En fait, ça suppose parfois et souvent, et ça devrait supposer pour les personnes privilégiées, de parfois laisser leur place. Et je pense que c'est un travail d'humilité qui est très fort, de pouvoir se dire
En fait, je sais que je fais plein de choses pour cette organisation, mais en fait là, c'est pas mon moment, c'est pas à moi de décider ça, quoi, parce que ça va impacter tout un tas de personnes, et d'ailleurs bien plus, quoi. On sait que le réchauffement climatique va impacter beaucoup plus des pays défavorisés, et, et en fait, même en voulant le meilleur et en ayant toutes les meilleures intentions, on ne remplacera jamais la diversité, en fait, comme manière aussi de prendre les décisions et comme philosophie pour prendre ces décisions-là, quoi. C'est sûr. Est-ce que toi, tu as quand même réussi à avoir des fiertés par rapport à l'activisme que tu as fait, où tu t'es dit, yes, là, ce que j'ai fait, il y a eu un impact derrière? Ouais, carrément. Je pense que toutes mes expériences, que ce soit professionnelles, politiques ou autres, ont eu un goût amer. Enfin, je pense se sont toutes terminées par ah ouais, on a fait tout ça pour ça au début. Euh, Désolée, j'arrive à la à la partie positive, mais je pense parce qu'en fait on s'affronte toujours à un énorme monstre, quoi. Et cet énorme monstre, parfois il prend la forme du gouvernement, parfois il prend tout un tas de formes. Des fois, c'est la société qui a pas trop envie de bouger. Mais par exemple, je pense à la primaire populaire. Typiquement, oui, il y a un peu ce côté. Donc la primaire populaire, c'était l'idée de faire une primaire parmi les électeurs et électrices de gauche pour choisir en amont un ou une candidate de la gauche qui du coup qui rassemblerait tous les candidats de la gauche. Bon, ça pose évidemment plein de problèmes. Enfin, c'était vraiment l'idée de on fait une initiative citoyenne et on va essayer de faire en sorte de contourner carrément ce que font les partis et d'ignorer tout ce qui s'est passé. Enfin, pas d'ignorer, mais juste de se dire bon bah aujourd'hui voilà ce que les citoyens vous demandent, c'est de prendre vos responsabilités par rapport à l'écologie, par rapport à l'urgence sociale, et pour ça on a besoin de pas avoir de dispersion à gauche. Donc voilà, nous ce qu'on aimerait faire, quoi. Et de fait, il y a une primaire qui a été organisée à 400 000 personnes, qui était la plus grosse primaire des élections de 2022, ce qui est quand même une énorme réussite. Donc moi, j'étais pas dans le groupe qui a initié ça et même dans l'équipe principale, mais j'étais bénévole à plein temps, on va dire, sur de la mobilisation. La mobilisation, c'est très intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment moi la moitié de mon travail, c'était de m'occuper des bénévoles, de faire en sorte que ils se sentent bien, qu'ils aient envie de participer à des actions et de faire des actions, d'aller convaincre des gens dans la rue, justement. C'était quelque chose qui pouvait marcher et de leur dire de participer à la primaire. Et quand même, c'était quasiment un demi-million de votants. Ça, c'était une énorme réussite sur un point de vue expérimentation démocratique, quoi. Enfin, on a réussi à partir de rien et à créer une primaire justement populaire, quoi. Donc ça, c'était déjà une réussite en mode on peut faire les choses différemment, parce que c'est aussi ça. Moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Je pense que je suis toujours face aux chiffres du réchauffement climatique. J'ai pas vraiment espoir qu'on s'en sorte, qu'on réussisse à inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Mais j'essaie vraiment de construire l'espoir ailleurs, en fait. Il y a un peu cet espoir de, ok, même si les choses se passaient de la pire des manières possibles, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, j'ai l'impression, où est-ce qu'on peut trouver l'espoir et où est-ce qu'on peut trouver la joie? C'est-à-dire ne plus corréler forcément l'espoir et la joie au fait qu'on réussisse à trouver des solutions demain. Parce qu'en fait, sinon, c'est ça qui est désespérant, c'est de voir que ça avance pas forcément. Et en fait, il y a des choses trop enthousiasmantes qui se passent autour de la démocratie, des communautés. Moi, je trouve dans les communautés autogérées proches de l'anarchisme, en fait, on fait l'expérimentation de plein de manières de vivre et de connecter entre humains qui sont hyper hyper enthousiasmantes. Et la primaire populaire, ça faisait vraiment partie des initiatives qui sont enthousiasmantes pour la démocratie. Et en fait, ça a pas eu le résultat escompté. Mais il y a quand même eu l'idée que il y avait beaucoup de citoyens qui étaient pour l'union à la gauche,
Et il y a quand même eu la NUPES qui s'est créée après. Et moi, je pense que sans la primaire populaire, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps, quoi. Parce que là, d'un coup, il y avait vraiment une approbation derrière ça. Donc ça, c'est une des réussites. Et pour dernière rénovation, je pense que on a réussi. Je dis on au sens très très large. Hein. Enfin, vraiment, j'ai fait que de blocage de route. Mais on a quand même réussi à faire parler énormément de rénovation thermique des bâtiments. Et on a été, après il y a eu le mouvement retraite, donc ça a un petit peu changé les priorités, enfin même énormément. Ça a changé les dynamiques de la lutte, etc. Mais en fait, il se passe des choses, quoi. Je pense qu'il faut être patiente. Et puis en fait, on a l'impression qu'on vise quelque chose et il se passe quelque chose d'autre, quoi. C'est ça qui s'est passé avec la primaire populaire. On était en mode nous on voudrait une candidature unique à gauche. Hop, on a eu quand même des listes uniques pour les législatives. Waouh. C'est pas mal, on avance, quoi. Et pareil pour dernière rénovation, je pense que le collectif a pas mal appris de ses erreurs aussi, un peu le côté on passe de bloquer la route et du coup de se confronter à des citoyennes qui sont tout aussi exténués que nous sur le périphérique on va mettre de la peinture sur les lieux de pouvoir et du coup on rend très clair qu'en fait nos ennemis c'est ces lieux de pouvoir entre guillemets. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles réussites. On sent qu'il y a des choses qui bougent, quoi. Et vraiment, je pense que c'est indéniable. Sûrement, ces choses bougent pas assez vite. Et je pense qu'il faut être réaliste là-dessus parce que si on met trop d'espoir là-dessus, c'est très, ça peut être démoralisant. Mais si on reconnaît que les choses se passent pas de la meilleure des manières aujourd'hui et que ça n'empêche pas qu'on a une responsabilité énorme et qu'il faut qu'on avance là-dessus et qu'en fait l'espoir aujourd'hui il se niche beaucoup plus dans l'amitié, dans la communauté, dans toutes les nouvelles manières de faire les choses, dans tous les nouveaux systèmes qu'on peut inventer. Je trouve qu'on peut être joyeux même si de fait je pense je suis plutôt du côté réaliste et à me confronter à des choses très désagréables moi dans mon activisme, quoi. Et pour finir, je voulais te poser la question, même si tu as plus ou moins répondu tout au long de l'interview, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Waouh. Ouais, en fait, ce qui me parle beaucoup dans l'écologie pour moi, c'est cette notion de cercle concentrique. Donc c'est comme si autour de nous il y avait un cercle. Le premier cercle c'est nous-mêmes. Ensuite le cercle d'après c'est nos amis, notre famille. Ensuite le cercle d'après ça va être un peu toutes nos connaissances, nos collègues. Le cercle d'après, je sais pas, ça peut être notre pays, ou peu importe ce qui est important pour les personnes, quoi. Et ensuite ça va être toutes les personnes dans le monde. Et ensuite ça va être toute la nature. Il y a un peu ce côté on a des cercles d'affection, on va dire. Donc c'est par exemple si on se pose la question il y a quelqu'un qui doit absolument mourir et c'est soit ta meilleure amie ou quelqu'un que tu connais pas du tout. Bon, il y a peut-être des personnes qui ont des opinions différentes, mais il y a un peu le côté je préférais que ce soit pas la personne qui est mon meilleur ami, c'est moi qui décide, quoi. C'est un peu très philosophique. Mais du coup, c'est un peu normal d'avoir ces sortes de préférences affectives qui, de fait, sont une forme de hiérarchie de ce qu'on va appeler le spécisme dans les luttes écologiques. Enfin, le fait de penser qu'il y a des espèces, etc. Enfin, mais juste de mettre une hiérarchie entre le vivant. Mais je pense que c'est pas forcément contre ça qu'il faut se battre. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que l'écologie, en fait, c'est d'essayer d'élargir ce cercle d'affection à la nature. Et en fait, comme on le voit, si on imagine tous ces cercles, élargir ce cercle d'affection à la nature, à l'humanité entière, en fait, ça nous fait nécessairement passer par le fait d'élargir cette affection, cette volonté de care à nos connaissances, aux habitantes du monde entier, aux animaux, et en arriver à ne serait-ce que l'équilibre des écosystèmes, quoi. Et pour moi, c'est ça l'écologie, c'est le vivre ensemble. Mais aujourd'hui, le vivre ensemble, quand on parle de ça, on va penser à, je sais pas, dans une communauté ou une entreprise,
les règles qu'on doit mettre en place pour mieux vivre ensemble. Moi, le vivre ensemble, c'est beaucoup plus large. C'est même comment tu vis avec les fourmis qui sont un peu partout, comment tu vis avec les arbres dans ton jardin. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'écologie, c'est le vivre ensemble. Et c'est pas forcément de dire que tout est égal, mais c'est vraiment essayer de réussir à prendre en compte la vie d'une personne, par exemple au Maroc, qui va décéder dans une catastrophe naturelle liée au réchauffement climatique, au plus proche possible qu'on considérerait la vie de son meilleur ami qui habite à côté de chez nous, quoi. Et en fait, c'est ça qui crée de l'action pour moi. C'est pas la connaissance abstraite que dans 20 ans ça va être vraiment très très terrible. C'est vraiment de considérer qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont les meilleures amies d'autres personnes qui sont en train de décéder à cause de nos bêtises, et qu'en fait l'écologie c'est le vivre ensemble avec tout ce qui nous entoure au sens très 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 large. Et que plus on détruit toutes ces hiérarchies qu'on met entre les êtres humains, les animaux, les arbres, etc., plus on essaie de les rapprocher, en tout cas, parce que c'est naturel d'avoir des préférences, et mieux on va pouvoir s'en sortir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.